Voilà, donc on va commencer cet après-midi avec la communication de Pierre Chuvin. Pierre Chuvin qui est une personnalité éminente et singulière dans l'université française, puisque c'est à la fois un grand helléniste et un grand spécialiste et de l'Empire ottoman et de l'Asie centrale, professeur à l'université de Nanterre et ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Pierre Chuvin qui est aussi un grand spécialiste des rapports entre géographie et philologie, éditeur et traducteur de Nonos de Panopolis, aussi traducteur d'un texte extraordinaire et très difficile qui est la description de Sainte-Sophie de Paul le Silenciaire, et qui va aujourd'hui, alors le titre était Les interpolations de Victor Bérard, tu l'auras peut-être changé ou perfectionné et allongé actuellement. On entend mal. Il s'intitule Ulysse face aux prétendants, Victor Bérard face aux interpolateurs, question sur la cohérence de la vengeance d'Ulysse. Voilà. Est-ce que le micro fonctionne ? Le micro a-t-il fonctionné ? Non, c'est pas. C'est le micro, c'est ça. Ça, c'est pas le micro, ça, c'est le pointeur pour les images. Ah. Bon. Alors, toujours des ennuis avec la technique. Okay. Alors tu dois manger ce truc, si j'ose. Le micro fonctionne-t-il ? Oui. Est-ce que le micro fonctionne ? Oui. Bien. Donc, voilà. Alors, je redis le titre, Ulysse face aux prétendants, Victor Bérard face aux interpolateurs, question sur la cohérence de la vengeance d'Ulysse. Alors, entreprendre la critique de condamnation pour interpolation dans l'Antiquité, dans l'Odyssée, c'est faire l'histoire d'une fascination érudite, manifeste aussi du reste à propos de l'Iliade, d'un vertige des origines, la quête de l'Our-Ilias par exemple, où l'histoire du texte est comprise comme l'histoire d'une corruption, beaucoup plus virulente dans l'Odyssée en raison de sa composition complexe, avec éventuellement de vraies perles, des trésors, mais qui ne sont plus sertis dans un ensemble, par exemple la prophétie de Théoclymène. La question de la cohérence qui se pose au lecteur se pose aussi à l'éditeur du texte, ce qu'était du reste au premier chef Victor Bérard, confronté à des choix impératifs comme tous ses devanciers. D'où la nécessité ressentie de corriger, voire de réécrire. Deux tentations subjectives et complémentaires reflètent le malaise de l'éditeur face au texte transmis. Là, j'emprunte, je crois, des idées à Madame Rabot, ce ne sera pas la seule fois. La tentation de l'interpolation, l'éditeur moderne a un sentiment de trop-plein, et par laquelle le remanieur, le Bearbeiter originel visait à combler une lacune, parce qu'il avait senti ou constaté un manque. Entre les deux prend place le critique alexandrin, au jugement sûr, mais dont l'expression est fâcheusement gâtée par des accidents de transmission, les barres marginales des manuscrits, les obéloi, qui sont confondus ou mal placés. C'est la vision. Voilà. Je prendrai 3 épisodes, exemplaires de l'usage ou du non-usage des interpolations par la critique, un dans chacune des 3 parties qu'a distingué à juste titre dans l'Odyssée Victor Bérard. 3 parties, ou plus exactement dans la pensée de Bérard, 3 poèmes, le voyage de Télémaque, les récits chez Alkinoos et la vengeance d'Ulysse. Ils ont été, pensait Bérard, mis bout à bout, ficelés artificiellement et maladroitement par l'auteur du chant 1. L'Odyssée se présente ainsi comme une œuvre collective, anonyme, le dernier intervenant n'ayant pas été le plus doué, puisque ce malheureux auteur du chant 1 se fait taper dessus à tout moment. Complexe de critique littéraire, peut-être, révélateur d'un discret ou indiscret sentiment de supériorité vis-à-vis du détail du texte pour lequel, en général, le même critique professe tant d'admiration. Et là, on a des exemples assez amusants parfois, de notes de Bérard, par exemple, au chant 16, après 280-298, où il continue « faute d'avoir bien compris l'interpolateur », etc. Les épisodes que j'ai retenus, qui sont d'ampleur inégale, correspondent à 3 types de choix faits pour l'éditeur des passages envisagés. Pour le voyage de Télémaque, les récits en apparence extérieurs à l'action, sur le retour d'Agamemnon en contrepoint de celui d'Ulysse. Pour les récits chez Alkinoos, ce sera l'épreuve du chant des sirènes, dans un passage bref, moins simple qu'il n'y paraît.
L'éditeur a dans les récits moins de liberté qu'ailleurs pour supprimer des interpolations, car aucune des escales d'Ulysse ne peut disparaître complètement sans compromettre l'ensemble. Et je commencerai donc par quelques observations sur cet épisode des Sirènes, pour terminer par la vengeance, et avec le voyage de Télémaque en deuxième position. Pour la vengeance, les prodiges qui entourent le massacre des prétendants, l'enchevêtrement des prémonitions, en font la partie du poème la plus charcutée par la critique. Vous verrez que le terme charcuté qui peut vous choquer est cependant tout à fait de saison pour ce qui se passe à la fin du poème. Pour terminer, la question, si nous avons le temps, j'aimerais aborder la question de la fin du poème. L'Odyssée a-t-elle une fin? Question que l'on élargirait à d'autres poèmes épiques, l'Iliade et la Théogonie au premier chef, mais aussi les Argonautiques d'Apollonios. Donc, premier exemple, les récits chez Alkinoos et l'épisode des Sirènes. Donc, j'ai retenu ce bref épisode, puisqu'il fait une soixantaine de vers en 2 séquences inégales, pour 2 sirènes, elles sont 2, parce que peu de vers y ont été supprimés. Il y en a peut-être une petite dizaine, et si le passage a échappé au supplice, alors de ce qu'on appelle l'excision d'un mot très déplaisant, il n'en a pas été tellement mieux compris, à commencer par le tableau initial. Alors, ce tableau initial, vous l'avez sur les pages recto-verso qui vous ont été distribuées. Et vous l'avez en face, dans la marge, vous avez 45 indiqués. Alors, les sirènes, dans ce tableau, chantent dans une prairie fleurie. Enfin, ce n'est pas dit qu'elle est fleurie ici, elle chante dans une laïmonie. Et là, déjà, Bérard s'il traduit le pré et leur séjour, c'est bien. Excusez cette arrogance de critique. Donc, elle chante dans une prairie fleurie, mais elle chante au-dessus. Alors, fleurie, c'est dit à la deuxième mention, quand ils passent avec leur bateau. Mais elle chante au-dessus des squelettes décharnés, racornis, putréfiés. Et là, l'évocation est clairement tripartie, ce que ne laisse pas voir tout à fait la traduction Bérard, mais on a ostéophine, la fonction fait problème, mais peu importe, la mention des os n'est pas moins là. La putréfaction des chairs, c'est androne putoménone, et le racornissement des peaux, c'est péridérinoi minutucine. Et donc on a une sorte d'étrange oxymore initial avec l'opposition des fleurs, donc des parfums, et de la pourriture, donc de la puanteur. Effet de style qui reste à expliquer. Peut-être comme le contraste entre la réalité, révélée d'abord par Circé, et l'illusion qui est comme un mirage. Passons. Pour l'ensemble de la scène, je partirai de la belle démonstration de Pietro Pucci, qui a mis en évidence, de façon, il me semble, magistrale, le caractère iliadique du chant des sirènes, par leur vocabulaire, leur grammaire et leur savoir. C'est un morceau d'Iliade inséré dans l'Odyssée. Le chant des sirènes sur des thèmes héroïques est aussi, ça c'est Stanford qui l'a remarqué, clair, plein d'une douce harmonie qui contraste avec le thème traité. Alors, ça c'est un petit peu plus loin, où il est question de leur son ligus, clair, de leur voix, c'est elles qui le disent, qui est melligurus, qui est douce comme le miel, avec un vocabulaire recherché. Et ce chant ne fait cependant rien d'autre que de raconter à Ulysse ce qu'il sait déjà, puisqu'il a été l'un des principaux héros de la guerre. En revanche, note Pucci, elles ne savent pas que leurs chants n'auront pas d'effet sur lui. Certes, ils n'auront pas d'effet sur lui, mais le problème de faire autrement, c'est un peu le problème de la prédestination. Là. On est prédestiné, mais si on ne fait rien, il faudra bien que la chose advienne quand même. La contradiction qu'il y a dans ces sirènes, dépositaires d'un savoir d'éloge qu'elles ne peuvent pas transmettre, puisqu'elles tuent ceux auxquels elles le communiquent. Là, ça a été bien vu par Charles Segal dans un article
excellent de Arion, déjà ancien, sur les Phéaciens et le retour d'Ulysse. Et contre Pucci, eh bien, je maintiendrai que c'est bien un piège que les sirènes tendent aux marins, un piège à l'issue toujours fatale, comme Circé en avait averti Ulysse. Les avertissements de Circé donc sont plus forts que le charme des sirènes. Deux jeux de mots contiennent de discrètes allusions au pouvoir destructeur de celle-ci. Dans les instructions de Circé, au vers 46, le rivage, nous dit-on, est jonché d'ossements des hommes qui pourrissent. Androne, putoménone. Mais vous tous qui avez fait du grec, putoménone vous évoque sans doute aussi le verbe puntanomai. Et effectivement, il n'y a entre androne, putoménone des hommes qui s'instruisent et androne, putoménone des hommes qui pourrissent, il n'y a que la différence d'un U long et un U bref. On peut dire donc que c'est véritablement très proche. Et les anciens sont très sensibles à ces effets sonores, à ces parékèses, comme on dit de manière des fois un petit peu pédante. Et c'est confirmé d'ailleurs dans la scolie du vers 50 ici. Donc, l'autre allusion, puisque j'ai dit qu'il y en avait deux, l'autre allusion se trouve dans le chant des sirènes, dans la deuxième partie de l'épisode, le chant des sirènes, où elles disent « Celui qui nous a entendus, heureux s'en retourne, sachant davantage de choses, neitai pleiona eidos ». Or, le verbe traduit par « s'en retourne » est neitai. Et neitai, à une lettre près, eh bien, on peut lire keitai, et à ce moment-là, le sens devient « il reste gisant, sachant davantage de choses ». C'est un nouveau retournement. Et keitai est employé dans ce sens-là depuis l'époque homérique. Vous connaissez tous le vers fameux « keito megas megalosti, lelasmenos hyposunaon ». Donc, les deux jeux de mots, celui qui est dans la bouche des sirènes et celui qui est dans la bouche de Circé, se complètent parfaitement. Les sirènes, nous dit Segal, proposent joy in knowledge, le gai savoir, si j'ose dire. Mais ce savoir, vous vous rendez compte, est gros d'une menace à peine voilée. Après la Néquia, après la consultation de Tirésias à l'orée des enfers, les sirènes sont les premières créatures surnaturelles sur la route d'Ulysse. Et on peut faire ressortir le contraste entre un monde de ténèbres et de moisissures d'un côté, c'est évidemment l'endroit de la consultation de Tirésias, et de l'autre, le plein soleil de l'Orient, qui est indiqué à différents détails, et notamment à la manière dont la cire fond à cet endroit-là. Et puis, il y a également la bonasse qui s'accompagne de grands soleils. Donc, mais le plein soleil de l'Orient, et tout autant que les ténèbres et la moisissure, eh bien, tout autant il est lié à la mort et à la corruption. Il y a un contraste aussi entre deux savoirs, celui de Tirésias et celui des sirènes. L'un est nécessaire au retour, c'est celui de Tirésias, mais il prolonge les errances d'Ulysse jusqu'au point où nul écho de sa gloire ne sera parvenu, c'est-à-dire l'endroit où quelqu'un le croisant, lui, il doit partir avec une rame sur l'épaule, ou quelqu'un qui est le croisant lui demandera quelle est cette pelle à grain que tu portes sur l'épaule, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où les gens ne connaissent plus l'existence d'un bateau. Donc ils connaissent encore moins les histoires troyennes. Donc, et parmi les autres correspondances entre épisodes, on peut aussi, si on les cherche bien sûr, rapprocher la prairie fleurie des sirènes dans leur deuxième mention, la rapprocher de la fleur de lotos, des lotophages. Dans les deux cas, il y a une perte de personnalité qui est opérée par les uns et par les autres. Voilà donc pour cet épisode qui est, comme vous le voyez, et ça je n'ai pas d'explication à donner, il n'y en a peut-être pas d'ailleurs, est placé sous le signe de la dualité, constamment.
Petit excursus étymologique, les sirènes sont des figures de la mort, on les trouve très souvent sur les stèles funéraires, et elles portent, selon toute vraisemblance, un nom parlant, plutôt un nom que les anciens ont fait parler de deux manières différentes. Pour les insérer ou en les insérant dans une série à côté des harpies, étymologiquement les ravisseuses, là il n'y a pas de problème, la sphinx, étymologiquement l'étouffeuse, sont les noms signifiants de dangereuses créatures ailées féminines. Heureusement, aucune créature féminine dans cette salle n'est ailée. Et une étymologie, donc reconnue en fait par les anciens, fait de ces sirènes les lieuses de Seira, la corde, ce qui convient bien à la fascination et à la fixation qu'elles imposent. Ou bien encore les brûlantes, par un rapprochement qui nous paraît peut-être aujourd'hui plus évident que l'autre, avec le verbe seiriao, être brûlant, et avec seirios, le chien meurtrier de la canicule. Et elle s'insère précisément dans des épisodes solaires à l'est de ce monde irréel, l'est ou le sud-est si on veut, et le lieu des grandes chaleurs chez les Grecs. De manière plus hasardeuse encore, elle s'insère, enfin non, ça c'est pas vraiment hasardeux, elle s'insérerait dans une autre série qui a été constituée par Glenn Most, la série des noms professionnels, où l'on a Stésichore, le maître de danse, Hésiodos, celui qui lance un chant, et même, alors là je frémis un peu, et même Homéros, qui viendrait de homu ensemble et du radical ar de ararisco, celui qui assemble, le rhapsode en somme. Mais ici, l'insertion exige aussi un changement de langue, et là je dépose ces hypothèses sur les genoux de Madame Bonnet. Un changement de langue à partir pour leur faire prendre le sens de chanteuse, à partir de la racine sémitique, sir, le chant. A priori, ça ne me choque pas. Il y a l'arabo-turc, si on veut, shir, le poème, sha'ir, le poète. Mais tout cela peut être très trompeur. Donc, les sirènes auraient-elles été d'abord les chanteuses, puis, pour les Grecs, les brûlantes? Tout cela paraît inégalement sérieux, mais la relation éventuelle entre la racine sir et le nom des sirènes intrigue tout de même un petit peu. L'étymologie est ignorée de Chantraine. Chantraine est rarement enthousiaste pour les racines sémitiques en grec, et il y a d'autres les soutiennent. Laissons. Tout ce que j'espère avoir montré dans ce développement, c'est que la cohésion interne d'un épisode bien clos comme celui des sirènes, on n'en parle pas avant, on n'en parle pas après, laisse peu de place à l'irruption disruptive d'un interpolateur. Ou alors cet interpolateur s'est si bien coulé dans le moule de l'œuvre initiale qu'on se demande ce qui différencie l'œuvre créée par un poète puis remaniée par un autre de l'œuvre créée et élaborée par le même. Passons maintenant de l'épisode fermé aux invocations récurrentes à travers tout ou partie du poème, avec, pour exemple, les incitations à Télémaque pour qu'il se montre comme un autre Oreste. En effet, le souvenir du meurtre d'Agamemnon par Égiste et Clytemnestre est présent de façon insistante au début de l'Odyssée. Il est présent au chant 1, chez les dieux, au chant 3, Télémaque chez Nestor, au chant 4, le même chez Ménélas, et puis il est rappelé et complété au chant 11, la confrontation avec les morts, la fameuse Néquia, et enfin il réapparaît increvable au chant 24 et dernier pour une seconde Néquia. Cette seconde Néquia n'est peut-être qu'un simple rappel compte tenu de sa pauvreté documentaire, mais à la suite de Kuhlmann dans Homerische Motive, je pense qu'il faudrait l'étudier dans le cadre d'une réflexion sur la fin de l'Odyssée. En revanche, les 4 premiers passages sont ordonnés de façon complémentaire en fonction de la personne qui rapporte le meurtre. Alors, d'abord, le point de vue des dieux, qui nous est présenté le premier comme il convient, au tout début du chant 1, vers 28 à 43. C'est Zeus qui parle. Et ensuite, c'est Athéna qui demande pour Ulysse le droit au retour.
Alors, ce passage a surpris avec la mention de prime abord énigmatique de l'irréprochable Égiste. C'est Zeus lui-même qui appelle Égiste irréprochable. En fait, je pense que la solution est assez simple. Égiste est irréprochable vu de l'Olympe, vu de Zeus, car il s'est toujours acquitté des sacrifices qui sont dus aux dieux. Ce qui explique aussi que les dieux aient essayé de le sauver en le prévenant par Hermès de ne pas tuer Agamemnon et de ne pas épouser Clytemnestre. Les dieux défendaient leurs propres intérêts, en somme. Et le même critère, explicité cette fois, s'applique à Ulysse très peu de vers après, dans les vers 65-67. Ulysse aussi, on va l'autoriser à revenir parce qu'il a toujours offert les sacrifices ponctuellement aux dieux. Et bien avant, Zeus avait la tentation de sauver Hector pour la même raison dans l'Iliade. Alors, les dieux, en somme, ne sont pas des ingrats. Et grâce à la ponctualité de ces sacrifices, Ulysse sera sauvé. Décision est prise de le laisser rentrer chez lui. Mais pour le succès de son retour à Ithaque, qui ne va pas de soi après 20 ans d'absence, il faut insuffler à son fils Télémaque l'espoir et l'énergie qui en feront un allié efficace. Ce n'est pas dit en ces termes, mais les deux thèmes de l'espoir et de l'énergie sont bien présents. Et Athéna, sous l'apparence humaine de Mentès, un commerçant venu d'ailleurs, pousse donc le jeune homme à imiter l'acte glorieux d'Oreste. Or, si l'on regarde les propositions d'Athéthèse qui ont été faites sur ces vers, on voit qu'elles portent avec prédilection sur les passages relatifs à la vengeance d'Oreste, par exemple 1, 293 à 302. Et vengeance dont elles affaiblissent par conséquent la prégnance. Ça, c'était méconnu par Victor Bérard, qui s'exclame « Mais tout ce chant 1 n'est qu'un centon de même sorte, point d'exclamation ». C'est page 15. Alors, centon peut-être, mais centon pertinent. Télémaque se trouve face aux prétendants comme Oreste face à Égiste. On a des ou un usurpateur qui ont tout intérêt à supprimer un adolescent au moment où celui-ci devient adulte et donc dangereux pour leur pouvoir. C'est une situation historiquement bien connue, sans remonter jusqu'à Richard III, assassin de ses neveux. L'élimination successive des enfants d'Alexandre le confirme tout à fait, en particulier la mise à mort de la malheureuse Barcinet avec son fils et dernier. Donc, et l'intensité de la mise en miroir des deux situations, la stimulation pour Télémaque, ne peuvent qu'être affaiblies par des athéthèses qui entraîneraient l'éclipse du fils d'Agamemnon. Se justifierait-elle par le souci de ménager le suspens en évitant de tracer à Télémaque un programme trop précis? Mais il reste tant d'inconnus pour la réalisation de ce retour sur le déroulement de la punition des prétendants qu'on ne peut guère invoquer ici l'argument de la réversibilité. L'auteur ne peut aller, à mon sens, que dans une seule direction, celle de l'affirmation de Télémaque et, à travers lui, de la justice divine. Il est soutenu en cela par une construction très savante, maîtrisée, progressive, que nous allons voir au chant 3, où commence le point de vue des hommes, représenté par deux des principaux chefs survivants de l'expédition, Nestor et Ménélas. Alors, il serait intéressant, entre parenthèses, de chercher à expliquer ce choix. Il est probablement dû, au moins en partie, à la simplicité d'une cohésion géographique, Ithaque, Pylos et Sparte, mais il y a peut-être plus. Nestor, en tout cas, le premier visité par Télémaque, a des connaissances étendues mais sommaires sur le retour des Achéens. C'est tout à fait frappant, il connaît pas mal de nostoi, mais il donne un détail, deux détails importants. Il évoque la ruse d'Égiste, mais ne la précise pas, donc c'est une pierre d'attente pour l'étape suivante. Et puis, il est aussi le seul à nous parler de la résistance initiale de Clytemnestre. C'est le seul qui introduise un petit bémol dans la condamnation unanime. Donc,
Clytemnestre a été d'abord fidèle à son époux avant de devenir la complice de son amant. Égiste règne 7 ans à Mycène après le meurtre. La 8e année arrive Oreste, vengeur glorieux. Et là, il y a à nouveau quelque chose qui peut nous surprendre, c'est que le matricide ne semble pas poser de problème. Oreste a tué maman et l'amant de maman, et ça ne gêne rien, et il peut organiser le repas de funérailles de sa mère et de l'amant de celle-ci, au moment où il rentre à Mycène. Autrement dit, il ne poursuit pas la vengeance après la mort. Et de la même manière, parce que normalement, vous tuez un ennemi, qu'est-ce que vous faites? C'est la formule rituelle, vous le jetez en proie aux vautours et aux chiens. Eh bien non, là c'est un repas de funérailles, une autre forme de repas. Donc il ne poursuit pas la vengeance après la mort, et on peut interpréter cela, me semble-t-il, en disant que de même, l'Odyssée se termine sur une réconciliation et sur la proclamation de la fin d'une rancune et d'une vendetta, en somme, lorsque le fils d'Antinos a été tué par Ulysse et que Athéna intervient pour que les parties jurent un pacte de non-agression. Donc là aussi, il me semble qu'on a des fils qui sont jetés dans le poème à travers, par-dessus, différents épisodes et qui les relient et qui créent une sorte de perspective d'ensemble. Au chant 4, c'est Ménélas maintenant. Ménélas qui raconte, donc c'est un témoin presque direct et de surcroît un témoin omniscient. Vous voyez, il y a davantage de proximité avec le sujet et davantage d'informations. Omniscient puisqu'il a été informé par Protée, comme vous vous en souvenez sans doute. Agamemnon, nous dit-on, a été détourné par un coup de vent et contraint d'aborder sur les terres d'Égiste. Il est tombé dans un guet-apens au milieu d'un banquet. Plus tard, Oreste venge son père. Au moment où Protée parle, il n'est pas encore sûr qu'Oreste ait déjà puni Égiste. Et ici, l'analyse minutieuse de Victor Bérard, alors vous allez me trouver désagréable avec lui peut-être, mais croyez bien que ce n'est pas parti pris. L'analyse minutieuse et peut-être trop minutieuse de Victor Bérard met en évidence, et fait grand cas, d'omissions qui nous paraissent bénignes. Par exemple, page 90, quand il s'insurge parce que nous n'assistons pas au lever de Télémaque. Bon, on constate que d'habitude il décrit le lever de ses héros, puis là il ne l'a pas décrit. Que dire de plus ? Et c'est pourtant cet épisode qui entraîne les premiers grands bouleversements de l'édition Budé, avec un magnifique thème latin du côté de la page 90, je crois, dont je vous recommande la lecture. Il y a à gauche le français, mais à droite le latin, qui est une adaptation très astucieuse du français. On n'en fait plus. Voilà, donc enfin, dernière étape, c'est au chant 11, au vers 387 à 434, où enfin la parole est donnée à la principale victime, le fantôme d'Agamemnon lui-même. Il donne la même version que Ménélas, mais comme on pouvait s'y attendre, il charge Clytemnestre, ça peut être, ça se comprend, et puis il ajoute le meurtre de Cassandre. Alors, évidemment, on peut supprimer le meurtre de Cassandre en disant mais ils ont trouvé ça plus tard, ils l'ont fabriqué à partir de ce qu'ils avaient lu chez Échille. D'un autre côté, on interrompt à ce moment-là, on découronne en somme une progression qui s'achève par ce qu'il y a eu de plus odieux dans l'attentat du retour, le meurtre d'une personne sans défense complètement, ni devant le désir d'Agamemnon, ni devant la jalousie, de la haine de Clytemnestre. Et il s'inquiète de savoir où est Oreste. Il y a une imminence du retour, là aussi, qui peut se lire en écho avec l'imminence du retour de Télémaque et du retour d'Ulysse et de l'affirmation de Télémaque.
Ménélas complète et précise les renseignements fournis par Nestor. Agamemnon, lui, leur apporte une touche d'intérêt personnel et de rancœur misogyne. Alors là, je vous fais grâce de cette lecture peu ragoûtante, mais c'est au chant 11 vers 421 et 456. Et alors, ici, c'est un cas intéressant parce que Victor Bérard accepte ou retranche selon ses critères de goût. Ça, c'est vraiment trop bête de dire des choses comme ça sur les femmes, donc je le supprime. Ça, en revanche, c'est acceptable. Oui, elles sont bavardes, c'est sûr. Et puis, donc, je le maintiens. Et de fait, il faut reconnaître ici que certainement une partie de ces aigres maximes gnomiques, c'est lui qui le dit, mais je crois c'est juste, avec leur bavardage puéril, n'est probablement pas authentique. Et ce qui peut le faire penser, c'est une citation par le Scoliaste de 3 vers complémentaires qui sortent exactement du même tonneau. Mais, là on a un problème sur lequel on se heurte souvent à propos de ces histoires d'interpolation, comment faire le départ entre ce qui est disons, expression personnelle du héros de l'histoire, et puis tout simplement vulgate, misogyne. Et cette tirade particulière, cette tirade d'Agamemnon, une fois mise à part, on remarquera la progression tant dans le choix et l'implication des narrateurs successifs que dans la longueur des récits et dans la précision, enfin, et la complémentarité de ceux-ci. Et on remarquera aussi des jeux de miroir, par exemple entre l'embuscade des prétendants et le guet embuscade chez Égiste, qui attend le retour d'Agamemnon pour le tuer. Le thème du guetteur sera repris au début de l'Agamemnon d'Échille. À l'évidence, nous avons là une composition concertée, structurée, en contrepoint de la situation de Télémaque, et ça a été résumé par une jolie formule de Jean Bollack: il y a une véritable Orestie dans l'Odyssée. Et de fait, vous avez un vers qui sonne tout à fait échiléen lorsque Agamemnon se plaint d'avoir été abattu comme un bœuf à l'étable. Et malheureusement, ce vers est rejeté par Victor Bérard, peut-être parce qu'il était trop échiléen. Et là, il sera toujours difficile de décider de manière définitive. Prenons maintenant le plus complexe, c'est Pénélope, Télémaque et Ulysse face aux prétendants. Cette troisième partie de l'ensemble que nous appelons Odyssée, enfin que Victor Bérard appelle l'Odyssée, cette troisième partie, c'est la vengeance dont l'impérieuse nécessité a été soulignée par l'exemple d'Oreste. Et dans cette partie se dessine, selon là encore un mot de Bollack, le cercle des initiés, c'est-à-dire des personnages dont Athéna et derrière elle Zeus guident le comportement, même sans formulation explicite. Alors, par exemple, Pénélope, sans jamais dire qu'elle sait, se comporte néanmoins en tout comme si elle savait, et elle accomplit tous les gestes, y compris quand ce n'est pas du domaine des femmes, comme des déplacements d'armes, ainsi de suite, et elle accomplit tous les gestes nécessaires à la réussite ensuite du plan élaboré par Télémaque et son père, par Ulysse et Télémaque, mais sans jamais faire de confidence à Pénélope. Mais on dirait qu'elle sait, là encore, c'est quelque chose qui a été vu par Bollack. Et alors, là aussi, on retrouve le problème des critères éventuels d'interpolation. Par exemple, la scène fameuse où des cadeaux sont extorqués aux prétendants à la demande de Pénélope, qui laisse entrevoir qu'elle pourrait bien donner sa main à celui qui ferait les plus beaux cadeaux. Et alors, ça scandalisait absolument Victor Bérard, mais peut-être plus encore de la connivence du mari que de la ruse de la femme. Je trouvais que ce couple ne présentait pas bien, c'était quand même encore le mari le plus responsable, le plus gravement responsable. Bon,
peut replacer ça dans un autre contexte plus anthropologique et on ne cessera peut-être de s'en étonner ou de porter là-dessus un jugement de morale. Avec ses armes à elle, Pénélope affronte les prétendants, dont nous avons ainsi un premier portrait, celui de leurs deux chefs, Antinoos et Eurymaque. Alors, faute de pouvoir analyser l'ensemble de la composition de la vengeance, je voudrais me concentrer sur ce qui concerne les quelques figures de prétendants. D'autant que la dernière partie du poème est toute crépitante de prodiges, de rêves, de mots à double entente. Il y en a encore plus que dans les parties précédentes. Et pour y entrer, donc, on peut utiliser la typologie qu'on peut tirer des recherches donc, publiées dans le dossier de Lally de 1997 sous la direction de Madame Rabaud. Alors, on peut prendre les arguments de vraisemblance chez Victor Bérard. Alors là, il y a une discussion très amusante sur le nombre des prétendants. D'après l'Odyssée, chant 11 vers 247-255, il serait 108. Mais Victor Bérard a mesuré les mégarones mycéniens et il a trouvé que, vu la largeur du fauteuil, il n'en tenait que 40 ou 50. Et donc, voilà, il faut retrancher de la liste. Alors, évidemment, que savait-on à l'époque d'Homère de la capacité des mégarones mycéniens? C'est un peu douteux. Et puis, est-ce qu'on n'a pas l'habitude de voir l'auteur épique agrandir dans l'Iliade aussi? On dit il soulève une pierre telle que 10 hommes, je ne sais plus combien, de nos jours ne pourraient même pas la bouger, et puis il la soulève et il la jette. Donc il faut tenir compte de l'amplification épique tout simplement. Et de toute façon, ça a peu de conséquences parce que ça ne change pas grand-chose à la disproportion d'une foule qui en est 50 ou qui en est 108 face à 4 individus résolus en position dominante et dont un au moins a été pendant toutes les années du siège une véritable machine à tuer. Donc on a des déductions arbitraires, mais avec des formules là aussi pleines d'allant et qui rendent la lecture très agréable. L'on se convaincra aussitôt que si on regarde, etc. Alors, les arguments de vraisemblance donc, sont très difficiles à manier, et de même, les arguments de convenance, on a déjà vu avec l'attitude de Pénélope. Est-ce que c'est un langage des maquignons? Peut-être pour nous, mais si on condamne le passage pour cette raison, on sera amené à condamner d'autres passages nécessaires à l'action, ou simplement non suspectés, par exemple dans le même chant 16, 390, 392. Alors, un passage maintenant qui est très, très bizarre, c'est au vers du chant 18, enfin tout le début du chant 18, c'est après la victoire d'Ulysse sur Iros. Donc Ulysse a écrasé le pauvre Iros, d'ailleurs si antipathique, presque d'une pichenette, on peut dire. Pichenette d'Ulysse, c'est assez méchant. Et vient l'heure donc de la récompense pour le vainqueur de ce combat entre ceux qu'ils prennent pour deux mendiants. Et dans les préparatifs, Antinoos, donc un des méchants prétendants, Antinoos prépare un genre de boudin avec du sang et de la graisse. Et cette préparation a visiblement dégoûté Victor Bérard. On se comprend, c'est pas l'autre qui pétrit là, ces produits. Mais une autre interprétation que strictement culinaire s'impose dans ce passage plein tout marqué par les signes prémonitoires du triomphe d'Ulysse et de la mort des prétendants.
Parce qu'à Ulysse vainqueur est de plus en plus Ulysse et de moins en moins mendiant, il parle s'affirmant avec de plus en plus de force. Et Antinos donc lui offre le sang et la graisse, tandis que le bon prétendant, qui est Amphinomos, eh bien Amphinomos présente au vainqueur, selon les règles, le pain dans l'or de la vaisselle royale. Autrement dit, vous avez je vais abréger. Vous avez à la fois la vulgarité méprisante et aveugle de l'un qui se contente de jeter aux mendiants des boudins sans souci de présentation, et d'un autre côté, la tristesse lucide et impuissante de l'autre face à son destin annoncé. Et ces deux attitudes de deux prétendants de caractère opposé se reflètent donc dans le respect ou non du protocole. Et dans sa réponse, Amphinos présente ça avec des formules de politesse qui s'imposent, tandis que pour Antinos, incapable de se tenir. Et donc dans sa réponse, Ulysse va aussi loin dans l'avertissement à Amphinomos qu'il lui est possible sans se trahir. Et son discours pour lui dire sors, va-t'en, se conclut par les mots Uk anaimoti, ce qui va se passer ici ne sera pas non sanglant, Uk anaimoti. Donc il se voit offrir une chance de salut s'il sait entendre entre les mots, lui comprend mais ne la saisit pas, les autres ne comprennent rien, et un peu plus loin dans la même scène, ils en mourraient de rire. Et Ulysse est de plus en plus confiant en soi, et il s'est exclamé qu'il entrait dans le palais d'Ulysse, fils de Laërte, mais il l'a dit en costume de mendiant. Et pourtant, c'était bien le roi qui parlait sous les haillons du mendiant. Donc, parmi les prétendants, Amphinomos est le juste parmi les méchants, et il partagera leur sort. Alors, je saute un certain nombre de choses relatives aux autres prétendants. Donc, il y a Amphinomos, le scrupuleux, par ailleurs, Antinos, violent et réaliste, Eurymaque, le fourbe, doucereux. Et les différents portraits qu'on a d'eux à travers l'ensemble de cette partie. Donc les paroles à double entente, je saute également. Et à plusieurs reprises dans ce chant 18, Ulysse est bien près de se démasquer, en particulier dans une algarade avec Eurymaque. Et à ce moment-là, où il reprend un langage, il faut bien dire, assez arrogant, il est appelé Ptolhyportos, preneur de ville, ce qui n'a pas été traduit par Victor Bérard, qui traduit ce grand cœur d'Ulysse. Ce n'est pas du tout la même chose et ça ne donne pas la même signification. De même, dans un passage qui a été lui aussi beaucoup suspecté, en face d'Eurymaque, il réaffirme ses qualités royales, agricoles et guerrières, en temps de guerre et en temps de paix. Alors, le critique moderne dira, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ces histoires? Est-ce qu'il est capable de labourer un champ en tant de temps et tout? Et en fait, on voit bien que c'est le roi qui donne la prospérité à son pays, c'est celui qui est capable de donner l'exemple, comme l'empereur de Chine. Lui aussi s'astreignait à labourer un champ, je crois, à l'époque fixée. Donc, dans les choses coordonnées à l'intérieur des scènes, bien, il y a aussi le jet par Ctésipos d'un pied de bœuf. J'arrête, Sophie. Le jet par Ctésipos d'un pied de bœuf. Et plus tard, Ctésipos, prétendant très antipathique, va être tué, non pas par Ulysse s'il ne le mérite pas, mais par qui? Par un bouvier. Autrement dit, il y a des correspondances qui sont soulignées.
Alors, la fin de l'Odyssée dans l'édition Budet de 1924 est un vrai jeu de cache-cache entre vers et passages déplacés, condamnés, considérés comme interpolés, surinterpolés, voire surinterpolés. Et il y a quelque chose, je dois dire, une fois un peu agaçant dans la lecture de ce texte bouleversé, où les jugements d'authenticité, trop souvent, sont fondés sur des jugements de valeur littéraire portés selon nos critères actuels. Et pourtant, il faut dire, pour terminer, que Victor Bérard a été un grand traducteur. Il a passé des années de sa vie à scruter ce texte, à chercher aussi à faire une traduction qui soit belle, et à mon sens, elle l'est, et à faire revivre le texte. Et nous savons bien, même si Ptolipportos ne signifie pas ce grand cœur, au grand cœur, nous savons bien que quand on traduit une œuvre, surtout dans son cas qui comporte plus de 10 000 vers, eh bien vous ne pouvez pas faire comme lorsque vous faites une version d'agrégation. Vous êtes obligé de suivre d'autres critères. Donc, je conclurai en disant que cette traduction est en soi une œuvre d'art, ce qui justifie qu'on la réimprime, mais on devrait aussi se sentir obligé de mettre un certain nombre de notes qui permettraient de mieux sentir des choses que j'ai essayé de vous faire entrevoir. Voilà, merci de votre attention et excusez-moi d'avoir été un peu trop long. Peut-être